Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, il y a beaucoup d'actions en ce moment du côté de Montréal, près du pont Jacques-Cartier, parce qu'il y a une fuite d'eau majeure dans le secteur. Là, ça s'est passé, ça a commencé ce matin très très tôt, là, vers 5h45 à l'intersection du boulevard René-Lévesque et de l'avenue de Lorimier. Et vraiment, là, on a vu une espèce, c'est comme une forme de geyser, littéralement. Et il y a des inondations autour. Il y a justement des demeures là, qui ont été inondées. On va faire le point tout à l'heure vers 9h15. Il y aura un point de presse de la ville de Montréal. Donc, on évite le secteur. On va en apprendre un petit peu plus à 9h15 et on va suivre la conférence de presse aussi en direct. On va suivre ça. Donc, on est prêt. On va regarder ce qui se passe et vous voyez déjà, là, si vous avez vu les images, c'est assez spectaculaire. On verra ce qui s'est passé. Est-ce que c'est bris d'aqueduc? C'est quoi exactement? On est en train d'établir les causes de tout ça et combien de temps ça va prendre pour colmater cette brèche. Vraiment, là, les images sont assez incroyables. Donc, évitez ce secteur, évitez le quadrilatère là, entre les rues. On parle de Lorimier, Papineau, Sainte-Catherine, Vigée, le tunnel Ville-Marie également, là, en direction est notamment. Alors, faites attention dans ce coin-là, tout proche du pont Jacques-Cartier. Évitez de prendre justement le pont Jacques-Cartier pour vous rendre à Montréal. On va suivre le tout. Sinon, dans l'actualité aujourd'hui, ben oui, on parle de ce bris d'aqueduc, à tout le moins cette fuite d'eau immense dans tout près donc du pont Jacques-Cartier. Ben, à la une du Journal de Montréal aujourd'hui, on nous dit 7 jours plus tard, les déchets des sinistrés s'accumulent dans les rues, laissés à eux-mêmes. On le sait, là, avec ces inondations. Écoutez, juste pour vous dire, on est dépassé par les événements et on n'a pas l'impression d'avoir d'aide. C'est vraiment dégueulasse. Ce sont les propos d'une citoyenne de Salaberry, de Valleyfield, qui dit, là, franchement, on est vraiment laissé à nous-mêmes. Quand est-ce que l'aide va véritablement arriver? Il y a des craintes pour la sécurité, les virus, les moisissures, la santé mentale. Donc, il y a plusieurs endroits comme ça, hein, à Laval, Longueuil, Valleyfield, Saint-Lin, Terrebonne, Louisville. Beaucoup de citoyens qui sont vraiment dans une situation très difficile. Il y aura des témoignages. Il y a des témoignages dans le Journal de Montréal ce matin. Et à la une du Devoir, on nous parle de cette demande en francisation qui explose et on nous dit qu'il y a des restrictions imposées par Québec qui ont forcé l'annulation jusqu'à 50% des cours prévus dans certaines villes. Sauf que ce que je peux vous dire, c'est qu'on nous dit qu'en 2 mois seulement, le nombre d'adultes inscrits en francisation dans le réseau québécois, ça a atteint plus de 26 000 personnes alors qu'on en comptait 34 000, un peu plus de 34 000 pour tout 2023-2024. Donc, on se plaint en disant, oui, il n'y a pas assez de cours, le budget n'est pas assez élevé, mais entre 2019 et 2024, le budget annuel de la francisation dans ces centres de services scolaires s'est passé de 69 à 104 millions de dollars. Puis l'éléphant dans la pièce, c'est quoi? Bien, c'est toute la question des seuils d'immigration, dont l'immigration temporaire. On le sait qu'il y a eu un nombre record en 2 ans. Ça a doublé. Il y a 6 000 immigrants temporaires qui sont arrivés au Québec selon les plus récentes données de Statistique Canada. Donc, oui, forcément, il y a un impact. Et on dit qu'il faut plus de budget, certes, mais à un moment donné, ça a explosé déjà de 69 à 104 millions de dollars. On le sait que dans plein d'autres secteurs, que ce soit dans l'éducation, la santé, il y a des besoins aussi. Donc, c'est pas illimité. Donc, il faut, encore une fois, ça revient à cette idée. Toute la question de la régulation des flux migratoires en ce moment, la crise entre Ottawa et Québec, qui paye la facture, qui paye la note, comment on s'organise. Donc, c'est vraiment ça qui est en jeu. Et tout de suite, on va commencer cette émission. Très heureuse de le recevoir à Cube. Il est en France présentement. C'est le docteur Laurent Alexandre. Nous allons parler d'intelligence artificielle, parce qu'on l'annonce depuis un certain temps. Hein, on dit que le développement de l'intelligence artificielle, ça va créer une révolution vraiment chez les humains. Transhumanisme
immortalité, peut-être, on ne sait pas, un jour dans le cyberespace. Mon prochain invité, il est convaincu, si on peut dire, là, que la race humaine ne sortira pas indemne de ce déploiement de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Laurent Alexandre. Il est chirurgien, auteur, entrepreneur. Il est beaucoup aussi dans le débat public en France, dans la francophonie en Europe. Et son plus récent ouvrage s'appelle ChatGPT va nous rendre immortels. C'est publié chez Hachette. Docteur Laurent Alexandre, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous parler. Dites-nous, ça fait quand même plusieurs années, là, on nous parle de l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais concrètement, on a l'impression que ça tarde vraiment à révolutionner notre vie. Mais concrètement, est-ce qu'on va vraiment assister à un raz-de-marée, là, si on veut, de l'intelligence artificielle dans nos vies? Alors, une progression rapide de l'intelligence artificielle, oui. Un bouleversement révolutionnaire immédiat avec la destruction du travail, l'inutilité de l'homme demain matin, bien sûr que non. Mais au Québec, vous êtes un peu au cœur de cette révolution parce que l'un des 3 leaders mondiaux des nouvelles formes d'intelligence artificielle, Bengio, travaille à Montréal, hein. Il était jadis en France, mais il est maintenant à Montréal. Donc, vous avez une expertise à Montréal qui est très forte et une proximité avec la frontière technologique de l'intelligence artificielle qui est très forte. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où il y a autant d'expertise qu'à Montréal en matière d'intelligence artificielle. Mm-hmm. Oui, mais concrètement, c'est ce que je disais donc d'entrée de jeu, c'est qu'on nous dit que ça va avoir des impacts, en fait, puis de l'impact notamment dans le milieu du travail. Il y a aussi tous ces questionnements en lien avec l'humain augmenté, en se disant est-ce que l'intelligence artificielle va avoir un impact, je ne sais pas, sur nos cerveaux, sur nos capacités cognitives, intellectuelles, sensorielles, que sais-je. Donc, cet impact-là, donc, quels sont, si on veut, là, les avenues de cette intelligence artificielle, l'impact que ça aura dans nos vies, que ce soit dans les prochaines années ou peut-être dans des dizaines d'années, je ne saurais dire, là, vous êtes le spécialiste, qu'est-ce que vous voyez? On a 2 choses. On est challengé par l'intelligence artificielle et ça fait déjà plusieurs années qu'aucun humain n'est capable de battre l'intelligence artificielle au jeu de Go. Ça fait maintenant 25 ans qu'on a perdu au jeu d'échecs. Et on voit de plus en plus de domaines où l'intelligence artificielle nous challenge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour l'homme, ça veut dire que l'homme est dépassé par l'intelligence artificielle. Vous avez probablement vu que l'intelligence artificielle médicale de Google fait mieux que les médecins. Dans la plupart des spécialités, l'intelligence artificielle aujourd'hui a dépassé les médecins, comme des études récentes publiées dans Nature l'ont montré. Donc on est challengé. Ça ne veut pas dire qu'on ne sert à rien, mais ça veut dire que ce qu'on faisait jusqu'à présent, quand on est un professionnel, va être grandement challengé et qu'il va falloir bosser pour être complémentaire de l'intelligence artificielle, parce que finalement, le but de chacun d'entre nous, c'est pas que l'intelligence artificielle nous dépasse, c'est de faire que nous, plus l'intelligence artificielle, ce soit mieux que l'intelligence artificielle sans nous. Ce qui n'est pas gagné, parce qu'on voit de plus en plus de domaines où l'intelligence artificielle fait mieux que l'homme. Et on a même, dans une étude récente, là encore, de Google, en médecine, quelque chose d'un peu inquiétant, c'est que l'intelligence artificielle de Google plus un médecin, c'est moins bien que l'intelligence artificielle seule sans médecin. Ça veut dire que quand on rajoute un médecin à l'intelligence artificielle médicale, eh ben on fait moins bien que s'il n'y a pas de médecin. Alors, ce qui veut dire que les médecins vont devoir bosser pour être complémentaires de l'intelligence artificielle et pour apporter un plus, une valeur ajoutée face à l'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, ce sont les questionnements philosophiques et politiques par rapport aux réponses par rapport à l'intelligence artificielle. Vous avez probablement vu qu'il y a une semaine, Elon Musk a déclaré que plusieurs centaines de millions d'êtres humains auront dans quelques années un implant intracérébral Neuralink dans leur cerveau pour être augmenté et pour être complémentaire de l'intelligence artificielle. Vous y croyez à ça ou on est dans la science-fiction? Alors, je suis persuadé que Elon Musk va mettre beaucoup de milliards, et vous savez que c'est l'homme le plus riche du monde, avec le français Bernard Arnault. Je pense qu'il va mettre beaucoup d'argent pour développer ces implants intracérébraux. Et de toute façon, on n'a pas énormément le choix.
est-ce qu'on peut accepter d'être dépassé par une forme d'intelligence qui n'est pas la nôtre, l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il faut essayer par des moyens technologiques de rester dans la course? Je pense qu'on a plutôt intérêt à rester dans la course. OK, mais déjà, si on revient à cette fameuse intelligence artificielle et des implants cérébraux, on a parfois l'impression que c'est du gros marketing. Vous voyez ce que je veux dire? Mais concrètement, vous vous dites, non, ça pourrait être une possibilité. Et ça ferait quoi de s'augmenter justement de la sorte avec des implants comme ça? Ça sert à quoi? Vous avez probablement vu que le patron de Nvidia, vous savez, l'entreprise de microprocesseurs qui vaut 3 000 milliards en bourse, a récemment déclaré qu'en 2032, l'intelligence artificielle serait 1 million de fois plus intelligente que GPT-4, que ChatGPT. Donc c'est vrai qu'on est dans une course où l'intelligence artificielle progresse très vite. Alors, la réponse politique, elle n'est pas simple. Est-ce qu'il faut accepter notre dépassement par l'intelligence artificielle ou est-ce qu'il faut utiliser la technologie pour augmenter nos cerveaux? Je crois que ce débat ne fait que commencer et qu'il va finalement nous occuper pendant tout le XXIe siècle. Moi, j'ai plutôt tendance à souhaiter qu'on reste dans la course. C'est-à-dire d'être au revenu universel, à ne rien foutre et à regarder la télé-réalité pendant que l'intelligence artificielle, plus intelligente que nous, travaille notre place, ça ne me paraît pas quelque chose de très souhaitable d'un point de vue politique. C'est sûr que même d'un point de vue du destin de l'humanité, on peut espérer mieux. C'est pas terrible, vous voyez, de faire 250 kilos devant sa télé à regarder des conneries en bouffant des sandwichs au beurre de cacahuète. Est-ce que c'est un destin pour l'humanité? Bon, n'insultez pas les sandwichs au beurre de cacahuète quand même. Oh, excusez-moi, c'est une blague. C'est une blague. C'est un réflexe français, on n'aime pas beaucoup le beurre de cacahuète en Europe. Et donc, est-ce qu'on a intérêt à aller dans cette voie, qui est le remplacement de l'homme par une intelligence artificielle qui bosserait à notre place, ou est-ce qu'il faut qu'on se batte pour nous augmenter? Moi, j'ai plutôt tendance à penser que l'humanité va souhaiter s'augmenter, par voie électronique, comme le propose Elon Musk, mais aussi par voie génétique. Vous avez peut-être pas vu ça, mais la plus grande revue scientifique avec Nature, qui est Science, a publié récemment un sondage parmi les Américains qui montre que 38% des Américains sont prêts à sélectionner un embryon plus intelligent pour que leur enfant puisse rentrer à la fac. Et 28% des Américains sont prêts à modifier l'ADN de leur bébé pour qu'il rentre dans une meilleure faculté. Vous voyez qu'il y a une partie significative de l'opinion, même en Amérique du Nord, qui souhaite utiliser la technologie pour nous rendre plus intelligents et compétitifs avec l'intelligence artificielle. Ce sont des chiffres énormes. Presque 4 Américains sur 10 souhaitent sélectionner un embryon en éprouvette pour choisir le plus intelligent, celui qui va donner le bébé le plus intelligent, pour qu'il réussisse mieux à l'université. Ce sont des chiffres très, très troublants. Tout à fait. On est dans l'eugénisme, littéralement. On est dans l'eugénisme. Et ça, ces chiffres-là n'étaient pas du tout les mêmes avant l'arrivée de ChatGPT. C'est vraiment le développement de l'intelligence artificielle qui pousse les parents à penser qu'il faut rendre les bébés plus intelligents pour éviter qu'ils soient marginalisés par l'intelligence artificielle. Et vous avez parlé aussi de cette obsession des milliardaires à développer, aller dans l'intelligence artificielle pour aller, disons, vers ce transhumanisme, là, si on peut le dire de cette façon-là aussi. Pourquoi il y a cette obsession chez ces milliardaires là-dessus? Quand vous êtes tout puissant, quand vous êtes très riche, quand vous avez fait beaucoup de choses, la seule chose vraiment frustrante, c'est de mourir. Donc on voit bien qu'une bonne partie des milliardaires de l'intelligence artificielle, des milliardaires de la Silicon Valley, dépensent beaucoup d'argent pour lutter contre la maladie et contre la mort. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook Meta, a déclaré qu'il comptait éradiquer la totalité des maladies humaines d'ici 2099. Les dirigeants de Google ont créé une société, Calico, qui est une filiale de Google, qui est destinée à euthanasier la mort, à nous rendre immortels. Oui, les milliardaires de la Silicon Valley n'aiment pas la mort et aimeraient bien profiter de leurs milliards, de leurs centaines de milliards pendant quelques milliers d'années. Il y a donc une préoccupation de la lutte contre la mort extrêmement forte parmi les milliardaires transhumanistes de la Silicon Valley. Et c'est un peu normal que les gens les plus riches du monde veuillent vivre très longtemps. D'abord parce qu'ils ont les moyens de lutter contre la mort avec leurs milliards. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ils ont très envie de profiter de leurs milliards pendant quelques millénaires et pas seulement pendant quelques décennies.
Hmm. Et c'est intéressant aussi, mais il y a cette idée, peut-être que c'est un moteur pour certains d'aller vers une forme, vers l'immortalité en quelque sorte, mais il reste les limites biologiques et il reste notre bonne vieille carcasse qui est notre corps. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une chose, mais comment justement être capable de repousser ces limites-là, d'après vous? Alors, vous savez que je raconte dans mon dernier bouquin que vous avez cité, cette bataille entre Elon Musk et puis Larry Page, le copropriétaire de Google. Elon Musk défend l'idée qu'il faut garder un corps biologique, mais qu'il faut augmenter notre corps grâce aux implants intracérébraux de manière à être compétitif avec l'intelligence artificielle. Et puis Larry Page défend l'idée qu'en fait le corps biologique, le cerveau humain sont dépassés et qu'il faut qu'on accepte de devenir des ordinateurs, c'est-à-dire de transférer notre pensée dans des disques durs, dans des ordinateurs. C'est ce qu'on appelle le post-humanisme. C'est l'abandon du corps humain pour fusionner avec les ordinateurs quand on a fait le constat que le cerveau humain ne peut pas rester durablement compétitif face à l'intelligence artificielle. Et donc Elon Musk et puis Larry Page, le copropriétaire de Google, se sont fâchés à mort. Le biographe de Elon Musk raconte cette discussion surréaliste qui a eu lieu entre le dirigeant de Google et puis Elon Musk. Elon Musk lui dit « Moi, je suis du côté des hommes, je défends l'humanité. Il y en a marre, mec. Moi, je défends le corps biologique. » Et Larry Page lui dit « Mais le combat est terminé, le combat est perdu. Il est impossible pour le corps biologique et pour le cerveau humain de résister face à l'intelligence artificielle. » Donc, ce débat sur ce que l'on fait dans les siècles et les millénaires qui viennent de notre corps, là encore, est un débat qui ne fait que commencer, qui est un débat très violent, très fort, très troublant d'ailleurs, hein. Une bonne partie de la Silicon Valley pense que nous allons fusionner avec les ordinateurs et c'est très troublant parce que ce débat est en fait limité à ces milliardaires et n'est pas du tout un débat public. Alors, sans prendre parti personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux que l'ensemble de la société participe à ce débat plutôt que cet arbitrage soit fait par les milliardaires qui construisent l'intelligence artificielle. Mhm. Et dans cette course à l'IA, il va y avoir des gagnants, des perdants, le commun des mortels, hein, l'homme ordinaire, entre guillemets, qui vit sa vie tout simplement, qui n'est pas justement dans ses préoccupations au quotidien. Il se situe où? Ah ben, c'est une question politique terrible. Les grands gagnants, ce sont les gens les plus intelligents. Il est clair qu'au moment où l'intelligence artificielle se développe, il y a une prime énorme aux gens très malins, très innovants. Ou Vous avez très riches? probablement vu, non, mais on devient riche quand on est malin dans une économie moderne, ce qui n'est pas très juste, mais c'est comme ça. Vous avez probablement vu que les bons développeurs informatiques chez OpenAI, hein, c'est-à-dire les bons développeurs qui fabriquent GPT-4, gagnent 10 millions de dollars par an. Et chez Google, pareil. Google, pour éviter de se faire piquer ses bons informaticiens par OpenAI, la maison mère de ChatGPT, vient d'augmenter sa grille salariale et donc les bons développeurs informatiques gagnent 10 millions de dollars américains par an. Donc on voit bien qu'il y a là une grande injustice. Les gens qui comprennent le mieux l'intelligence artificielle, les gens les plus malins, les plus innovants, gagnent des fortunes. Et puis les gens moins malins, ils vont être parfois dépassés par l'intelligence artificielle. Donc si on n'y prend pas garde, si on maintient des inégalités intellectuelles importantes, on a un grand danger d'avoir une société à deux vitesses. Des gens qui gagnent des millions et des millions et des millions de dollars d'un côté parce qu'ils comprennent bien cette nouvelle économie autour de l'intelligence artificielle et de la robotique. Puis des gens dont le boulot est dévoré par l'intelligence artificielle et par les robots intelligents. Et le problème est plus grave qu'on l'imaginait il y a quelques années parce que on imaginait que les gens, uniquement les cols blancs, allaient être dépassés par l'intelligence artificielle. Or maintenant, on commence à voir des robots pas chers, extrêmement intelligents. Donc les travailleurs manuels vont être challengés par l'intelligence artificielle. Donc en fait, on a deux chantiers politiques. Que deviennent les cols blancs et que deviennent les cols bleus? J'avais dans le journal français, Le Figaro, écrit il n'y a pas très longtemps un article. Les robots ouvriers de demain auront l'intelligence d'un polytechnicien, c'est-à-dire auront l'intelligence d'un ingénieur. Ça va créer une inégalité parce qu'aujourd'hui, le laveur de carreaux, il n'est pas ingénieur, il n'est pas physicien, etc. Demain, le robot ouvrier, il va avoir l'intelligence et les capacités d'un ingénieur. Il va être capable, en lavant les carreaux, de repérer une fissure, de repérer une anomalie.
Et puis, si vous avez besoin, le robot laveur de carreaux, il pourra vous choisir votre chimiothérapie anticancéreuse et il pourra apprendre la physique quantique à vos enfants. Donc aujourd'hui, la segmentation traditionnelle entre les cols blancs et les cols bleus, elle va disparaître. Les ordinateurs, les robots de demain vont être un mélange des cols blancs et des cols bleus. Est-ce que le laveur de carreaux va être compétitif quand il travaille 40 heures par semaine face à un robot qui travaille jour et nuit sans être payé, sans coûter de cotisation sociale, sans partir en vacances, sans pause déjeuner, sans pause cigarette, en n'étant jamais malade et en ayant des capacités intellectuelles supérieures aux ouvriers humains, biologiques? Il y a une énorme question politique, et vous avez vu que Sam Altman, le créateur de ChatGPT, souhaite développer le revenu universel, c'est-à-dire un revenu pour les gens, pour que les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle puissent vivre sans travailler. Et Sam Altman a financé une très grande étude sur le revenu universel, dont les résultats sont sortis il y a 10 jours, et dont les résultats sont catastrophiques. Le résultat de cette expérimentation de revenu universel, Universal Basic Income en anglais, ne sont pas bons. Le principal résultat, au bout de plusieurs trimestres de cette expérimentation, c'est plus de consommation d'antidépresseurs, plus de consommation d'hypnotiques pour dormir et plus d'alcoolisme et de consommation d'alcool. Le fait de ne pas travailler et de recevoir un revenu universel à la place conduit les gens à bousiller leur santé, à déprimer, à être malheureux. Moi, je crois que le travail est très, très important. Une société dans laquelle seuls les plus intelligents travaillent et où les autres ne travaillent pas, je pense que ça conduit à un cauchemar politique. Il vaut mieux améliorer l'école, améliorer l'université, voire mettre des implants intracérébrales pour que tout le monde soit compétitif de l'intelligence artificielle. Ça me paraît, je suis pas certaine que ça plaît. On écoute ça, puis je pense que pour certains, on a l'impression d'assister. Oui, peut-être, mais ça paraît plus souhaitable que ce qu'on voit dans l'expérimentation financée par Sam Altman, qui est qu'à la fin, les gens finissent par picoler et par déprimer et à prendre des tas de médicaments parce que ne plus travailler les rend très malheureux. Je crois vraiment à l'importance du travail. Les humains ont besoin d'avoir un rôle, que ce soit à but lucratif ou non lucratif. On peut avoir un travail c'est toute la question du sens, tout à fait. Du sens et de rien foutre une vie entière en attendant de rentrer dans une maison pour personnes âgées alzheimeriennes me paraît un truc pas très très sexy. Vous voyez là, parce que finalement le schéma que défend Sam Altman, c'est on sort de l'école, on rentre au revenu universel jusqu'au jour où on rentre dans une maison pour personnes âgées dépendantes. Non, franchement, c'est un truc qui est pas en conclusion ultra attirant. Oui, c'est ça, tout à fait. En tout cas, j'imagine les gens qui nous écoutent, certains se disent non, c'est une dystopie complètement cauchemardesque, et d'autres qui disent non, ça veut dire en fait tout simplement dans ce développement de l'intelligence artificielle, c'est vraiment un enjeu aussi politique. Qu'est-ce qu'on décide de faire, et ça a un impact, comme vous l'avez dit, sur l'éducation. Qu'est-ce qu'on décide d'enseigner aussi, d'éduquer. C'est fondamental aussi. Et il faut que les parents apprennent à leurs enfants à bien se servir de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Il faut que tous les gamins apprennent à se servir de GPT-4 et comprennent comment utiliser au mieux l'intelligence artificielle pour avoir un bon job demain, un bon boulot, et pour pas être marginalisé. Et pour être dans cette vraiment amorcer, en fait, du moins mieux vivre peut-être cette révolution de l'intelligence artificielle. Docteur Laurent Alexandre, c'était un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Docteur Laurent Alexandre, qui est auteur de ce livre ChatGPT va nous rendre immortels, qui est publié chez Hachette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.